Tout à l'heure, quand vous m'avez pris mon sac à main, c'est pas vous? Non, c'est qui? Parce qu'on m'a pris mon dossier en même temps, il y a mon discours dedans. Quelqu'un m'a dit, prends tes affaires. Bien, nous allons débuter cette remise. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer la présentation de ce rapport, je tiens d'abord à remercier très chaleureusement les co-rapporteuses de ce rapport, Margot Collet, qui doit être là, Margot Collet, qui est là, et puis Marion Oderda, qui est à mes côtés, pour leur très gros et très bon travail, et sans qui ce rapport ne serait pas. Je remercie également chaleureusement les membres de la commission stéréotypes qui se sont beaucoup investis dans la réflexion et l'élaboration de ce rapport, ainsi que les partenaires avec qui nous avons travaillé pour collecter les données et qui nous ont fait part de leur expertise. Je nomme les représentants et représentantes des ministères de la Justice et de l'Intérieur, les représentants et représentantes de l'adresse des ministères sociaux, les représentants et représentantes du CREDOC, du Service des droits des femmes et de l'égalité, Keltoun Larcher de l'ONDRP, qui est à mes côtés aussi, et Nelly Kemener, sociologue, que nous avons auditionné notamment sur l'humour sexiste. L'état des lieux sur le sexisme en France nous a été confié par la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Cela faisait partie, cette demande d'état des lieux, des recommandations de notre rapport sur les stéréotypes publié en 2014. C'est donc une excellente nouvelle de pouvoir publier ce rapport, et puis une fierté aussi de pouvoir le faire. Ce rapport a 3 objectifs: définir le sexisme, mesurer son ampleur et mieux le combattre. Cet état des lieux a vocation à être publié annuellement. Il est véritablement le premier travail de cette ampleur sur le sujet en France. Ça nous a pris un certain temps, parce qu'il s'est agi de s'attaquer à un champ encore jamais vraiment défriché. Il nous a fallu poser un cadre et délimiter notre sujet, recenser toutes les données existantes, suggérer l'insertion de nouvelles questions dans les enquêtes statistiques existantes. Nous avons également choisi de faire pour ce premier rapport 2 focus sur des formes quotidiennes et banalisées du sexisme que sont l'humour et les injures sexistes. On y reviendra un petit peu plus tard dans la présentation. Il a d'abord fallu répondre à certaines questions. Qu'est-ce que le sexisme? Comment se manifeste-t-il?
au quotidien? Quelles sont ses conséquences sur la vie des personnes qui le subissent et sur la société dans son ensemble? Comment le droit s'est-il saisi du sexisme? Alors, qu'est-ce que le sexisme? Ce terme de sexisme est apparu relativement récemment. Dans les années 60 aux États-Unis, il a été construit par analogie au terme de racisme. Alors que Larousse réduit le sexisme à une simple attitude discriminatoire, le Haut Conseil a retenu une définition qui, sans prétendre à l'exhaustivité, se veut la plus complète possible, c'est-à-dire qui pose le sexisme en tant qu'idéologie et qui comprenne à la fois la notion de discrimination, mais avant tout celle de l'infériorisation des femmes et donc de la hiérarchie entre les deux classes de sexe. Ainsi, nous posons que le sexisme est une idéologie qui repose sur l'infériorité des femmes par rapport aux hommes. Il se manifeste par des gestes, propos, pratiques et comportements, du plus anodin en apparence, comme des remarques, au plus grave, coups, viols, meurtres. Ces manifestations ont pour objet de délégitimer, stigmatiser, humilier ou violenter les femmes et ont des effets sur elles, estime de soi, santé psychique et physique, modification des comportements. Cette définition que nous avons posée, elle repose et elle comporte deux partis pris. Premièrement, si vous voulez, le HCE considère que le sexisme recouvre à la fois une idéologie et des actes. Il est vrai que nous avons une idée du sexisme à travers ses manifestations. Le sexisme correspond donc à des pratiques sociales. Nous entendons le sexisme, les actes sexistes, comme un continuum, de la galanterie au féminicide. Et ces actes, bien sûr, même si leur gravité n'est pas à mettre sur le même plan, ils relèvent de la même idéologie et du même système de pensée. Deuxièmement, nous considérons que le sexisme est le bras armé de l'idéologie qui sous-tend la domination masculine. C'est bien l'infériorisation des femmes et des rôles sociaux qui leur sont associés qui est la colonne vertébrale du sexisme. Alors ce rapport a été l'occasion d'identifier les différentes manifestations du sexisme, encore une fois des plus banales aux plus graves. Ces manifestations renvoient d'une part à des normes sociales sexistes et d'autre part à des actes et des pratiques individuelles et collectives. Les normes sociales sexistes régissent et structurent notre société. Elles constituent un ensemble de règles, de valeurs et de prescriptions qui traversent, organisent, conditionnent le fonctionnement de tous les champs de la société. Le Haut Conseil a choisi de mettre en avant 4 exemples. Premièrement, si vous voulez, le sexisme dans l'usage de la langue, la règle du, j'ouvre les guillemets, le masculin l'emporte sur le féminin. Cette règle invisibilise et infériorise les femmes. D'autre part, l'invisibilisation des femmes, des programmes scolaires et des politiques mémorielles. Les rôles des femmes sont encore effectivement très souvent sous-estimés, voire occultés, notamment dans les programmes et les livres d'histoire, mais également dans leur contribution à la littérature, au développement des connaissances scientifiques, de la culture, etc. Aussi, les dépenses publiques inégalitaires, qui peuvent être neutres en apparence, les financements publics peuvent venir alimenter des activités ou des contenus qui diffusent des stéréotypes de sexe et peuvent financer aussi des structures qui ne respectent pas les obligations de parité ou d'égalité. Enfin, la Constitution et les lois. La Constitution actuelle porte encore des traces de sexisme. Elle est rédigée entièrement au masculin et renvoie les femmes à leur rôle de mère. Les manifestations du sexisme s'organisent également par des actes et des pratiques sexistes individuelles et collectives, comme la production, publication, partage d'un contenu sexiste à travers des écrits, des propos, des images, comme les blagues, remarques, humiliations, des propos dévalorisants dans plusieurs domaines, dans la communication, la publicité, dans les arts et la culture, dans le traitement médiatique aussi des violences faites aux femmes et dans les décisions de justice, parfois aussi. Comme la suroccupation de l'espace par les hommes et donc l'exclusion des femmes. Ça commence dès le plus jeune âge, dans les classes et les cours de récréation, dans les prises de parole et les discussions. Ce qu'on appelle, je vais le dire en français, moi, les hommes expliquants, c'est-à-dire les hommes qui expliquent aux femmes ce qu'en fait elles savent déjà, mais qu'ils pensent qu'elles ne savent pas. Les hommes qui interrompent, vous savez, dans les réunions professionnelles, mais pas seulement, qui coupent la parole, hein, mais c'est en classe aussi, les garçons par rapport aux filles. Et puis, cet étalement postural masculin dans les espaces publics, dans les transports en commun, où on voit parfois certains hommes s'asseoir de manière extrêmement décontractée et
en écartant bien les jambes, ce qui prend effectivement énormément de place. Comme aussi l'atteinte à l'autonomie des femmes. Il y a un enjeu de la maîtrise du corps des femmes en les assignant à la maternité, par le non-partage de la charge domestique, par des mariages forcés ou encore des pratiques sexistes dans les actes médicaux, notamment gynécologiques. Comme aussi les pratiques discriminatoires directes ou non, qui sont en défaveur des femmes, dans le milieu professionnel notamment, par exemple les discriminations salariales. Comme enfin les atteintes à l'intégrité corporelle, coups, blessures, agressions sexuelles, mutilations sexuelles, prostitution, viol, meurtre en raison du sexe ou dit féminicide. Nous avons fait le choix dans ce rapport de dire clairement que le sexisme est une idéologie et des actes contre les femmes. En effet, les actes sexistes sont massivement commis par les hommes contre les femmes, voire quasi exclusivement dans certains cas, qu'il s'agisse d'actes discriminants, humiliants, menaçants ou violents. Toute infraction pénale confondue, 89% des victimes d'actes sexistes sont des femmes et 91% des mises en cause sont des hommes. S'il peut arriver que des hommes fassent dans certaines situations l'objet d'un rejet ou de discrimination en raison de leur sexe, ces situations ne sont pas fondées sur l'idéologie de l'infériorité notoire et généralisée des hommes par rapport aux femmes, mais sur le fait que parce qu'ils sont des hommes, ils n'auraient pas les qualités supposées naturelles chez les femmes pour, par exemple, exercer les métiers du soin de personnes et les métiers de la petite enfance, se doublant là aussi d'un soupçon et d'une crainte de pédophilie à leur égard. Le sexisme, qui a pour objet la dévalorisation et l'infériorisation des femmes, a des conséquences parfois très graves. Il engendre chez elles l'autocensure, la baisse de leur estime de soi, la modification de leur comportement et l'adoption de stratégies d'évitement, une dégradation de leur santé psychique, physique, conduite à risque, conduite dissociante, troubles du sommeil, etc. In fine, le sexisme entraîne, produit toutes les inégalités femmes-hommes bien connues aujourd'hui. Alors, bien sûr, la lutte contre le sexisme a évolué ces dernières années. La loi française sanctionne les propos sexistes, les comportements discriminatoires et les violences physiques et sexuelles. La loi sanctionne également des infractions liées à des actes sexistes, comme les règles d'inégalité de rémunération, l'entrave à l'IVG ou les mariages forcés. Pourtant, le sexisme est toujours dans le quotidien des femmes. 4 femmes sur 10 indiquent avoir dernièrement été victimes d'une injustice ou d'une humiliation en raison du fait d'être une femme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, près de 10 millions de femmes disent avoir dernièrement subi un acte, au sens général du terme, un acte sexiste, générique, je veux dire. Dans ce rapport, donc, nous voulons mettre un coup de projecteur sur le fait que le sexisme n'est pas toujours reconnu, identifié comme tel, et donc trop souvent banalisé. Un des enjeux est donc de faire reculer le sexisme en permettant de mieux le comprendre. Afin de sensibiliser et de mobiliser le grand public dans la lutte contre le sexisme, le Haut Conseil recommande de mener des campagnes de sensibilisation à destination du grand public pour faire comprendre ce qu'est le sexisme et en rappeler toutes les manifestations, qu'elles soient ou non interdites par la loi, ainsi que les possibilités de recours qui existent. Lancer également un grand plan de formation initiale et continue à la lutte contre le sexisme pour tous les agents et agentes exerçant une mission de service public, en particulier les personnels des forces de l'ordre, de la justice et de l'éducation. Proposer des formations et des outils sur la lutte contre le sexisme aux professionnels des médias, de la communication et du monde artistique. Je vais passer la parole à Marion Oderdac, co-rapporteuse du rapport, et puis j'invite Eva Darlan, et Keltoum Larcher, qui est déjà là, et Anne-Cécile Maillefer, qui va arriver, à nous rejoindre à la tribune. Bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, comme vient de le montrer Françoise Gouillot, le sexisme est un phénomène massif dans notre société, il est partout, mais comme l'a dit également Françoise, il est mal compris, trop banalisé et in fine, il est peu condamné par la justice. On a souhaité, dans cet état des lieux, dresser un bilan le plus exhaustif possible, puisque les données du rapport ont pour but de fournir une vue d'ensemble du phénomène du sexisme, et en termes de chiffres, mais aussi d'identifier les manques et les biais méthodologiques qui peuvent exister aujourd'hui. On aurait aimé, dans l'idéal, élaborer notre propre baromètre pour interroger les pratiques sexistes, pour interroger les ressentis des victimes,
comme il peut exister aujourd'hui un baromètre du racisme et de l'antisémitisme, comme celui élaboré par la CNCDH. Nous n'avons malheureusement pas eu les moyens de les financer et nous avons donc dû procéder à une identification des données disponibles sur toutes les infractions concernant les actes sexistes. Cet état des lieux, donc, vous avez toute une partie de ce rapport qui donne un état des lieux des données disponibles sur les enquêtes de victimation, sur les recours faits par les victimes et sur leur condamnation. Nous avons donc travaillé pour ça en lien avec les ministères de l'Intérieur et de la Justice, que nous remercions d'ailleurs pour le travail mené ensemble. Nous avons également pu bénéficier du travail très fourni de l'ONDRP sur 10 ans d'enquête sur les injures sexistes. Et d'ailleurs, je salue Keltoum Larcher qui est présente aujourd'hui à nos côtés pour présenter cette enquête et je lui laisserai la parole juste après. Et nous avons également en effet bénéficié de questions supplémentaires dans des enquêtes, notamment dans le baromètre de l'adresse et l'enquête du CREDOC sur les discriminations qui est sortie en février dernier. Mais surtout, donc, dans cet état de lieu, on a pris le parti de se focaliser sur deux formes du sexisme du quotidien, l'humour et les injures sexistes. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, elles sont perçues comme des manifestations banales, mais elles bénéficient d'une énorme tolérance sociale dans la société et elles mettent en tension la question de la lutte contre le sexisme et de la liberté d'expression. Et donc pour cela, le Haut Conseil a conduit une analyse du sexisme dans l'humour en s'attachant à identifier les ressorts sexistes qui peuvent exister et qui sont mobilisés pour faire rire. Le fait de rire sans les femmes, le fait de rire contre les femmes, c'est-à-dire de rire des prétendues caractéristiques des femmes, qui sont bien sûr la plupart du temps réduites à un objet sexuel, sont disqualifiées, présentées comme agressives, en compétition les unes avec les autres, incompétentes, stupides, naïves ou fragiles. Et donc afin d'étudier les implications de l'humour et du sexisme et surtout la grande tolérance dont jouit l'humour, alors même qu'il mobilise des ressorts sexistes, des anciennes collaboratrices du Haut Conseil à l'égalité ont eu la chance, pendant 15 jours, d'étudier des chroniques humoristiques des matinales radio les plus écoutées, donc le 7-9 de France Inter, RTL Matin et Europe 1, de pouvoir également visualiser les 3 vidéos les plus vues des 2 youtubeurs les plus populaires, Cyprien et Norman, et lire une blague par jour sur le site Blague Info. Donc au total, c'est 69 contenus humoristiques qui ont été analysés, 28 chroniques humoristiques, 6 vidéos YouTube, 35 blagues par jour. Et donc, on a fait toute une grille d'analyse qui se trouve à la fin du rapport pour celles et ceux qui veulent la découvrir. Et donc, en fonction de cette grille d'analyse, on peut dire que donc, sur 28 chroniques humoristiques, 20 chroniques ont des ressorts sexistes, que sur 6 vidéos YouTube, 5 mobilisent des ressorts sexistes, et que sur 35 blagues, donc c'est une blague par jour, 13 mobilisent des ressorts sexistes. Donc 4 constats principaux qui ressortent de cette analyse menée par le HCE. Le sexisme est un des ressorts principaux pour rire. Lorsque les femmes sont représentées, elles le sont de manière sexualisée ou disqualifiée. Elles sont également exclues du cercle de connivence, aussi bien les humoristes que les personnages représentés, puisque ce sont majoritairement des hommes, et on rit rarement avec elles, mais par contre, on rit sans elles et contre elles. Et enfin, la manière de représenter ou d'imiter également certains hommes véhicule aussi cette injonction à la virilité et font aussi apparaître des figures masculines repoussoires qui, en général, sont aussi liées à l'homosexualité. Donc, la prégnance forte du sexisme dans l'humour est confortée par les données disponibles des enquêtes dans lesquelles on a pu, comme je le disais tout à l'heure, ajouter les questions. Donc, on a pu tirer quelques conclusions. 2 Français et Françaises sur 3 estiment que les blagues et les réflexions sur les femmes en général sont sexistes. On a également 4 Françaises et Françaises sur 10 qui ont entendu au moins une blague qu'ils jugent sexiste au cours de l'année 2017. Et enfin, un chiffre encore plus fort parmi les jeunes, puisque 56% des moins de 25 ans déclarent avoir entendu une ou plusieurs blagues qu'ils jugent sexistes au cours de l'année 2017 également. Un autre élément, le sexisme, donc la différence, on va dire, de ressenti sur l'humour sexiste.
le sexisme fait encore rire un tiers des hommes. 31% trouvent les blagues sexistes plutôt drôles. C'est le cas seulement de 15% des femmes. Donc on sent que la réprobation du sexisme dans l'humour est plus forte, bien sûr, chez les femmes, et puis qu'elle évolue. Puisque lorsqu'elles entendent une blague jugée sexiste, plus d'une femme sur deux exprime un jugement négatif, qu'il s'agisse de relever le caractère sexiste de la blague ou d'exprimer que ce n'est pas drôle. Donc à 39%, les femmes réagissent, contre 11% et 27% des hommes. Le HCE donc, a établi cette grille d'analyse, notamment dans le but de favoriser une réflexion sur le sexisme dans l'humour, en appelant de ses voeux qu'aujourd'hui on puisse élaborer au niveau national une grille d'analyse qui reprendrait des statistiques, qui reprendrait l'analyse de tous les contenus. Et donc bien sûr on inspire et qui invite à s'inspirer bien sûr toutes les médias en général, de s'inspirer de la grille d'analyse qui a été réalisée pour combattre les ressorts sexistes dans l'humour. Et donc pour illustrer ce propos, je vais donc passer la parole à Eva Darlan qui nous a fait l'honneur de sa présence et qui a accepté de nous lire un texte justement sur cette question de l'humour sexiste. Tout à fait. Vous pouvez aller. Bonjour. Alors, ça marche? Non. Oui. Ça va marcher. Là, ça marche mieux? Non, pas du tout. Pareil. Ah, la voilà. Donc les femmes et l'humour, femmes qui font rire ou femmes dont on rit. Je vais lire ça dans le noir, je ne vois rien du tout, donc je vais me débrouiller. J'ai grandi dans une époque et une famille où les femmes étaient un bon sujet de rigolade pour le genre masculin. Et si, à l'écoute de ces bonnes vieilles plaisanteries, les femmes en question tordaient le nez, c'était encore plus drôle. Il y avait un consensus qui soudait la nation. Les femmes étaient ridicules et de bonnes têtes de turc. Ridicules de vouloir sortir de leur rôle si bien défini et de vouloir singer les hommes. Les femmes au volant, qui ne reconnaissent pas leur gauche de leur droite. Les femmes sur la route, qui ne savent même pas mettre un clignotant. Grand sujet de rigolade nationale qu'on retrouve dans les films et les histoires drôles du moment. Les femmes et la mécanique, tout juste bonne à dire quand il y a une panne. Bah t'as qu'à souffler dans le gicleur. Les suffragettes, qui veulent l'égalité, bidonnantes. Et toutes ces hystériques qui défilent le soutien-gorge en bannière, de quoi se tenir la panse de rire. Dans ces années-là, ça rigolait beaucoup, car on pouvait mettre sans souci la main aux fesses de n'importe quelle femme qui passait. Trop marrant. Surtout si elle râlait, si elle gloussait. Gloussement, petit bruit émis par la jante féminine qui traduit un malaise quand un homme se comporte mal avec elle. Mais c'était la belle époque. Il était de bon ton pour certains hommes de se réjouir devant la poitrine en formation d'une jeune adolescente en disant très fort « Oh, mais dis donc, ça pousse, pouette, pouette !» Encore plus réjouissant si l'adolescente devenait cramoisie. Je ne connais aucune femme qui dise à un jeune garçon en lui touchant les testicules « Oh, mais dis donc, ça grossit, pouette, pouette !» Le temps passant, tout cela a un peu évolué et on a commencé à passer à autre chose, effectivement. On est passé à autre chose. On stigmatise moins les femmes, mais totalement les blondes. En fait, c'est pareil. Mais ça se voit moins. Ce qui permet d'entendre jusque dans la bouche d'une femme « Oh, je suis désolée, c'est parce que je suis blonde ». Autant dire femme et conne. Mais c'est pareil. Il arrive aussi d'entendre un homme dire « Mais excuse-moi, mais c'est parce que je suis blonde ». Et de s'étouffer de rire, parce que c'est 10 fois pire. Mais si, qu'un homme avoue qu'il est au niveau d'une femme, c'est 10 fois plus drôle. Les blondes, réussite totale. Ce qui a permis, quelque temps plus tard, à la chaîne très féministe Canal+, d'aller beaucoup plus loin et d'oser enfin appeler une de ces séries d'un titre à se tordre de rire, « Connasse ». Voilà, on y est, c'est bon, on s'est lâché, on est allé au bout et c'est réussi. Connasse. C'est drôle, non? Bah si, c'est drôle. C'est drôle, c'est provocateur, c'est audacieux, c'est couillu, c'est drôle. Ben, c'est ça le problème, c'est que c'est couillu, c'est pas ovarien. Parce que si par hasard on tente un petit mythe, bah tu sais, moi, là, franchement, c'est pas drôle, je trouve que tu pousses le bouchon un peu loin, Maurice. Qu'est-ce qu'on entend en face? Qu'est-ce qu'on entend? Vous le savez?
Ah, mais oui, t'as pas d'humour. Mais oui, t'as pas d'humour. Vous êtes humilié, cramoisi, mais c'est parce que vous n'avez pas d'humour. Mais alors, de quoi parle-t-on exactement? De rire ou de pouvoir? Est-ce que l'humour serait une arme? Je ne connais pas de blagues colportées par des femmes qui stigmatisent les hommes comme le font les blagues sexistes. Les femmes ne font pas de bonnes blagues. Elles n'inventent pas de bonnes blagues sur les hommes. La blague est réservée à l'homme. Et plus l'homme a de bonnes blagues, plus il est fort. Les blagues viennent de la majorité et visent les minorités, les plus faibles. Les Noirs, les Maghrébins, les nains, les Juifs, les homosexuels, les femmes. Pour humilier, on prend l'apparence de l'autre de façon grotesque. On le singe. Pour mimer un nain, on se met à genoux, les mains dans les manches, et c'est drôle. Pour rire d'un noir, on se maquille avec du cirage, c'est trop marrant. Pour un homosexuel, il suffit de gesticuler comme une folle, facile. Mais tout ça, c'est répréhensible. C'est répréhensible, c'est contre la loi. Alors, on va au plus simple. Il y a une population dont on peut se moquer en toute impunité. Ces êtres sont des femmes. Oh, les femmes, comme c'est facile, comme c'est jouissif. Et ça fait si longtemps. On peut appeler ça un art. C'est presque culturel pour un homme de se transformer en femme. En femme, c'est le plus drôle, le plus convoité, le premier au top 50. Et surtout, le moins pénalisé. On n'est pas raciste si on se déguise en femme. On n'est pas antisémite non plus. C'est l'impunité totale. Une autoroute de rigolade. Et si tous ceux dont on rit ne rient pas, franchement, c'est que, oh là là, ils n'ont pas d'humour. Catherine et Liliane, par exemple, font un score inégalé dans le baromètre de la rigolade. Et on en rit. Mais pourquoi? Mais parce que c'est des connes! Leur créateur, que je respecte pour son talent et ses engagements, tomberait par terre s'il entendait ça. Parce qu'il le veut dénoncer, il veut être politique, mais il est politique. Il applique quotidiennement la loi du plus fort et il entérine le fait que les femmes sont vraiment des connes. C'est comme ça, circuler, il n'y a rien à voir. Par contre, l'inverse est inenvisageable. A-t-on déjà vu un nain mimer un non-nain en montant sur un petit banc? Il serait grotesque. Un noir se transformer en blanc avec de la crème fraîche? Ridicule. Une femme se transformer en homme avec une moustache? Ça fait juste gouinasse. Et jamais drôle surtout. C'est simplement pathétique. Essayez de ressembler à l'inaccessible, l'inégalé, celui dont on ne se moque jamais, l'homme blanc, celui qui détermine l'humour. Essayez de ressembler à ça, c'est aller tout droit à l'échec et à la catastrophe. C'est lui qui a le pouvoir et qui crée les blagues. La blague véhicule le pouvoir et le rire aussi. La truculence est masculine, la rigolade est masculine. Comment dit-on déjà ? Faites-la rire, vous la mettrez dans votre lit? Eh bien, je rajouterai, faites-le rire, vous le ferez fuir. Et au risque de passer pour pathétique, je sais de quoi je parle. Une femme qui a de l'humour et qui le fait savoir affirme qu'elle veut jouer dans la cour des grands. Elle dit qu'elle est à égalité. Et ça ne marche pas. Ça n'est pas désirable. Parce que le rire est l'affirmation de la soumission. On rit, on est séduit, on est d'accord, on s'abandonne, on reconnaît la supériorité de celui qui fait rire. Il tient son public, il lui commande de réagir exactement là où il l'a décidé. C'est lui le boss. Mais une femme aux manettes, ça ne te fait pas rêver, c'est pas glamour. Sois belle et ris. Écoute, ne fais pas rire, mais ris de ce que tu entends. Ni insolence, ni esprit. Et tais-toi. En même temps, il faut les comprendre. A-t-on envie de courtiser une femme clown et rêver de la mettre dans son lit avec son gros nez rouge? Et si elle se moquait de vous? Et si elle disait tout haut en riant que vous avez un petit kiki? En vérité, les hommes fuient les femmes drôles. Trop peur d'être détrônés, de choir de leur piédestal. Une femme qui a de l'humour peut à tout moment dire que le roi est nu. Elle est incontrôlable et dangereuse. Pour une femme, prendre l'humour à bras-le-corps est un acte politique. C'est admettre, revendiquer et vivre l'égalité. Adolescente, mes références culturelles à l'humour étaient Blaise Cendrars, Alphonse Allais, Jacques Prévert, Raymond DeVos, Fernand Reynaud, Sacha Guitry, de bons vieux misogynes, mais ça ne se voyait pas, le monde l'était. Et aucune femme référente.
à part Anne-Marie Carrière, chansonnière, avec qui on pouvait difficilement s'identifier. On fait maintenant un monument à Pierre Desproges, mais qu'en est-il de Zouk, de Sylvie Joly, de Martine Boéry, la femme la plus drôle que j'ai jamais connue, bien au-delà de Coluche, c'est dire, de Marianne Sergent, qui a payé le prix fort pour avoir dépassé les limites de l'époque. Toutes ces femmes sont invisibilisées et tomberont sûrement dans les oubliettes de l'histoire. Dans le monde extrêmement machiste et sexiste des comiques apparaissent régulièrement des jeunes femmes désireuses de réussir. Elles sont courageuses mais pas au point de faire la révolution. La plupart d'entre elles reprennent les mêmes techniques que leurs camarades masculins. Elles pensent que se soumettre en correspondant au schéma imposé par eux est l'assurance de faire partie du groupe. Souvent grossières pour faire « moi je suis comme eux, il n'y a pas de raison, je suis une femme libre, je m'exprime librement et je t'emmerde !» Souvent ordinaires, elles correspondent à ce qu'on attend d'elles sans qu'elles trouvent leur propre langage. Pour d'autres plus affirmées, généralement leur premier spectacle parle de leurs conditions, non pas d'être humain, non pas posés sur le terrain poétique ou critique ou farfelu, mais de leurs conditions de femmes dans une société patriarcale, de leur couple, de leur rapport aux hommes, de leur maternité parfois, essayant de casser les codes. Ce fut notre cas pendant l'âge d'or du café-théâtre avec les Jeanne, Charlotte de Turckheim, Michel Bernier, Mimi Mati et Muriel Robin est arrivée. L'immense Mumu qui, elle, a pris la rigolade par les ovaires et ne l'a plus lâchée. Peur de rien, un vis comica rare, se positionnant immédiatement sans aucune hésitation à la place enviée d'un amuseur. Muriel a permis Foresti et surtout Blanche Gardin qui déglingue tout, maternité, sexualité, féminité, et qui ose jusqu'à l'interdit des bonnes mœurs, oui, la sodomie, ça fait mal, merci Blanche Gardin. Et enfin celle brillante, insolente, politisée, avec une vraie vision du monde, Nicole Ferroni, Gardin encore, Sophia Aram, qui sont largement au-delà du quotidien, finance, sciences, géopolitique, économie, rien ne les arrête. Celles qui osent empiéter dans le domaine des marrants sont des femmes debout, qui prennent le pouvoir. Elles sont des femmes phalliques. Même pas. Elles sont des femmes vulvaires. Elles prennent leur propre place et inventent une société égalitaire. Et la petite parenthèse finale, c'est que quand j'ai cherché sur Internet femmes comiques pour vraiment essayer de ne pas me tromper, j'ai eu en retour une page blanche avec écrit « Safari ne parvient pas à ouvrir la page, le serveur ne répond pas ». C'est drôle, non mais alors voilà, même le serveur est misogyne, on a beaucoup de travail devant nous. Merci beaucoup Eva Darlan pour ce texte qui illustre bien le propos de ce jour. Pour poursuivre donc sur les conclusions de notre rapport, je vais revenir donc sur le deuxième focus que nous avons fait et qui s'est donc porté sur les injures sexistes. Donc aujourd'hui, pour le premier rappel, les injures sexistes sont passibles d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, mais elles ne sont que très peu condamnées. En effet, alors qu'en 2017, 1,2 million de femmes ont subi une injure sexiste, c'est-à-dire près d'1 sur 20, 3% des injures font l'objet d'une plainte, et en 2017, 4 condamnations seulement pour injures sexistes ont été prononcées par la justice. Les enquêtes menées, donc, dont celle de l'ONDRP, dont on va revenir, sur laquelle on va revenir dans un instant, montrent et convergent vers 2 constats. Les injures sont majoritairement mobilisées par les hommes et reposent le plus souvent sur le sexisme, et les injures sexistes font partie du quotidien des femmes. Notre analyse donc, se base sur les 10 ans de données disponibles sur les injures dans l'espace public dans l'enquête Conditions de vie et sécurité menée conjointement donc, par l'INSEE et l'ONDRP. Et nous remercions d'avance Keltoum Larcher qui a accepté de venir présenter cette enquête sur les injures sexistes. Et je vous laisse la parole. Merci. Donc, je travaille à l'ONDRP, l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, où on est amené à produire, diffuser, analyser des données sur la délinquance et la criminalité, en s'appuyant notamment sur donc, ce matériau que constitue l'enquête cadre de vie et sécurité, qui est une enquête de victimation. Une enquête de victimation, j'explique très rapidement en quoi ça consiste. Il s'agit d'interroger un échantillon qui est représentatif de la population française chaque année, en l'occurrence depuis maintenant 2006, pour ce qui est de l'enquête cadre de vie et sécurité.
On interroge donc un échantillon de personnes sur des atteintes que ces personnes auraient subies. Les atteintes parmi lesquelles figurent les injures. Et on demande aux victimes d'injures si elles considéraient que l'injure qu'elles ont subie était sexiste. Donc on se base sur l'appréciation qu'en a la victime. Si elle considère que l'injure était sexiste, on part du principe qu'elle est sexiste, quels que soient les mots qui ont été utilisés. Donc les données que je vous présente aujourd'hui portent sur une compilation des 10 années disponibles d'enquête dont on dispose maintenant. Et je vais passer brièvement sur quelques informations saillantes qui ressortent de ce matériau extrêmement riche. Marion l'indiquait, ça peut paraître évident mais c'est important de le souligner, les femmes sont 10 fois plus victimes d'injures sexistes que les hommes, ce qui signifie que il n'y a pas que des victimes de sexe féminin, mais elles sont 10 fois, enfin, littéralement 10 fois plus victimes que les hommes. Très concrètement, 92% des victimes d'injures sexistes sont des femmes, d'après l'enquête Cadre de vie et sécurité. Deuxième élément important, sur lequel il me semblait important de revenir, on constate que les injures sexistes ont tendance à augmenter depuis 2006. Donc là encore, on se base sur les déclarations des victimes. Donc, le nombre de déclarations d'injures sexistes augmente depuis 2006. Ce que l'on constate, c'est que cette augmentation n'est pas continue depuis 2006. Mais ce qu'on constate également, c'est que depuis 2013, cette augmentation est continue et significative au sens statistique du terme. Donc une forte augmentation depuis 2013 de ces déclarations pour injures sexistes. Ce que je peux préciser à cet égard, et qui est développé dans le rapport du HCE, c'est que plus qu'une augmentation effective du nombre d'injures, on peut aussi convoquer une autre explication possible de cette augmentation des déclarations pour injures sexistes, c'est qu'il est tout à fait possible qu'il soit question d'une prise de conscience plus importante qu'auparavant, ou pour le dire autrement, ce qui auparavant, ou en tout cas en l'occurrence en 2006, enfin depuis 2006, n'était pas considéré comme une injure relevant du sexisme, peut l'être désormais. En tout cas, ça peut être une explication possible à cette augmentation du nombre de déclarations pour injures sexistes. Alors, je reviens je vais passer très rapidement sur les éléments que vous voyez projetés derrière moi, pour essayer de dresser un petit peu les contours de ce qu'on pourrait appeler une carte d'identité de l'injure sexiste. Donc, pour le dire trivialement, qui est concerné, où est-ce que ça se passe, et quelles sont les incidences ou les conséquences. Donc, ce qu'on peut relever en regardant ce matériau CVS, c'est que les victimes ont tendance à être plutôt jeunes. La moitié des victimes d'injures sexistes sont âgées de moins de 35 ans. Elles sont plus jeunes que les victimes d'injures lorsque ces injures ne sont pas sexistes. Donc elles ont tendance à être plutôt jeunes. Toujours sur la question du qui, mais côté auteur, cette fois-ci, côté auteur de l'injure, ce qu'on constate, c'est que si la grande majorité des victimes sont des femmes, la grande majorité des auteurs sont des hommes. D'après 86% des victimes injuriées, elles l'ont été par des hommes. Un ou plusieurs hommes. Pour continuer sur cette carte d'identité de l'injure sexiste, ce qu'on peut constater sur la question du « où », c'est que les 2/3 des injures sexistes, d'après CVS, se déroulent dans l'espace public. L'espace public étant entendu comme la rue, qui concerne la moitié des injures sexistes, 49% des injures sexistes se déroulent dans la rue, et les transports en commun pour 8% d'entre elles. Ce qu'on peut relever, c'est que le tiers restant de ces injures sexistes va se dérouler donc dans un espace privé, et notamment, et ça c'est intéressant parce qu'on constate une augmentation aussi depuis 2013, elles vont se dérouler sur le lieu de travail ou d'étude de la victime pour près d'un cinquième de ces injures, en l'occurrence 18%. Donc ça c'est intéressant et est important de le relever aussi. Je poursuis cette carte d'identité de l'injure sexiste et en vous indiquant, en répondant à la question comment sont injuriées les victimes. Ce qu'on constate, c'est que pour 30% d'entre elles, l'injure portait sur leur apparence physique. C'est ce qu'elle nous indique. On constate également que dans 19% des cas, l'injure portait sur leurs compétences. C'est un élément sur lequel je vais revenir juste après. Et enfin, ce qu'on peut constater également, mais Marion l'indiquait, taux de report aux autorités qui est très faible, puisque seuls 3% des victimes vont porter plainte. Ce qui ne veut pas dire que le reste ne s'est pas déplacé. Il est aussi possible que les victimes se soient déplacées mais qu'elles ne portent pas plainte ensuite. Mais en tout cas, ce qu'on constate dans les déclarations, dans le matériau CVS, c'est que 3 victimes sur 100 portent plainte pour injures sexistes. Ce que je me dois aussi de préciser, c'est que
même lorsqu'il n'est pas question d'injure sexiste, mais qu'il est question d'injure, globalement, le taux de report aux autorités est faible. Enfin, le taux de plainte est très faible pour des faits d'injure, parce que, pour plein de raisons, mais on ne va pas forcément se déplacer pour aller porter plainte pour injure, c'est ce qu'on constate. Donc voilà pour ce qui est de cette carte d'identité des injures. On peut passer à la slide suivante. Alors, ce que permet d'obtenir CVS, c'est qui est très intéressant aussi, parce que c'est un matériau vraiment riche. Alors, compte tenu du fait qu'il est question, enfin, qu'on dispose de 10 ans d'enquête, donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant, mais l'autre richesse du matériau, c'est que, outre les questions qu'on va poser à la victime sur les circonstances de l'injure, et à propos desquelles je viens de vous présenter quelques résultats, on demande à la victime littéralement de quels mots elle a été injuriée. Donc on dispose des mots précis qui ont été proférés par l'auteur vis-à-vis de la victime. Ce détail des injures est très intéressant parce que ça nous permet de disposer de ce qu'on appelle un corpus de mots injurieux, et à partir de ce corpus de mots injurieux, on peut essayer de délimiter ce qu'on peut appeler une rhétorique injurieuse sexiste. Et ça c'est très intéressant parce que ça permet de mettre en parallèle les mots d'injure reçus, enfin subis, des caractéristiques de la victime et des circonstances de l'injure. Donc très concrètement, ça permet de répondre aux questions suivantes de manière simultanée: qui a été injurié de quoi et de quelle manière? Et ça c'est très éclairant parce que ça raconte vraiment quelque chose d'intéressant sur les circonstances d'une injure sexiste. Alors vous voyez donc projeté derrière moi ce qu'on obtient en fait en se penchant sur ce corpus de mots. Alors quand on ne se concentre que sur les victimes, donc femmes, parce que, comme je vous le disais, il y a aussi des victimes hommes, mais elles sont largement minoritaires. Mais lorsqu'on ne se concentre que sur les victimes femmes, on constate qu'il y a 3 configurations injurieuses, en quelque sorte. Et ce qu'il est très intéressant de relever, c'est que les injures sexistes contre les femmes vont systématiquement mobiliser des stéréotypes se déclinant autour de ce qu'on pourrait appeler les 3 âges sociaux de la femme, en quelque sorte. Ce que vous voyez décliné derrière moi en partant de la figure de la fille facile. Je vais les détailler un petit peu plus précisément, mais je m'arrête un instant dessus. Donc, tout d'abord, à gauche de la slide, vous avez des femmes jeunes, qui sont plutôt jeunes, qui sont les proies et les objets d'un désir sexuel exprimé de manière injurieuse. Je vais y revenir plus précisément ensuite. Ensuite, au milieu de la slide, vous avez des femmes actives, responsables, un peu plus âgées, réputées castratrices et envahissantes. Là encore, je vais y revenir. Et dans un troisième temps, sur le troisième âge social de la femme, si on peut dire, on a des femmes mûres, relativement mûres, et qui vont être enfermées dans un rôle familial, et je vais y revenir avec une terminologie qu'on pourrait qualifier d'avilissante. Donc pour le dire autrement, ce que racontent ces mots d'injure lorsqu'on les analyse en détail, c'est que la fille facile va devenir une mère envahissante pour ensuite devenir une vieille sorcière. C'est vraiment l'histoire qui se raconte quand on regarde les mots d'injure utilisés, ce qui est d'autant plus intéressant que les auteurs ne se sont pas consultés les uns avec les autres et que vraiment ça ressort de manière vraiment flagrante. C'est assez fascinant. Donc je m'arrête très rapidement parce que vous avez plein d'éléments de toute façon dans le rapport du HCE, dans l'étude qu'on a publiée à l'ONDRP, donc je passe très rapidement sur ces 3 configuration injurieuse, mais vous aurez le loisir de regarder ça plus en détail ensuite. Alors, dans la première configuration injurieuse, donc, que j'ai appelée la figure de la fille facile, avec des guillemets bien entendu, enfin je ne vais pas les dire à chaque fois, mais vous savez qu'ils sont présents, ces guillemets. Donc dans la première configuration injurieuse, donc les femmes, ce sont des femmes jeunes qui vont être ciblées par des auteurs qui ont tendance à être en groupe, et les injures vont se dérouler plutôt dans l'espace public. Alors quand je dis à tendance, en tendance, c'est important parce que ça veut dire que tous les cas de figure ne sont pas comme ça, mais que ça a tendance à se dérouler de cette façon-là. Ça ne couvre pas tous les cas de figure, mais ça a tendance à se dérouler comme ça. La terminologie utilisée va être sexualisée, sexualisante. C'est le physique de la victime qui va être ciblé et souillé, notamment par des mots contribuant à animaliser son corps. On rencontre des termes comme cochonne, chienne, vache, truie, et tout ce qu'on peut imaginer de ce genre-là. On relève également, derrière la terminologie utilisée par les auteurs, la présence de ce qu'on pourrait appeler des compliments astreignants, au sens où ils vont créer une obligation pour la victime qui ne les a pas sollicités, obligation se concrétisant par le fait qu'elles doivent accuser réception, remercier, sourire ou accepter le compliment sous forme d'injonction qui lui a été fait. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit ressortir. Alors ces compliments astreignants, ils vont prendre la forme de « et »,« pourquoi »,« comment »,« belle »,« bonne », enfin voilà. Donc,
Figure de la fille facile, des termes qui ciblent le physique, des verbes qui vont être dans l'injonction, des compléments astreignants et une terminologie animalisante. Tout ça pour dresser les contours d'une terminologie sexualisante. Deuxième configuration injurieuse, donc je vous le disais, des femmes qui sont un petit peu plus âgées que ces victimes très jeunes, qui vont être ciblées par des victimes qui ont tendance à être proférées sur le lieu de travail, notamment au lieu d'études, enfin le lieu de travail en l'occurrence de la victime, et par des hommes qui sont plutôt seuls, et ce pendant la journée, ce qui apparaît cohérent avec le fait que ça peut se dérouler sur le lieu de travail. Alors là, ce qu'on va relever dans cette deuxième configuration injurieuse, c'est que la terminologie utilisée va consister en une mise à distance, en fait, au sens où il est intimé aux femmes victimes d'être les moins visibles possible. Ça va se concrétiser par quoi? Par des injonctions spatiales. Bouge, dégage, casse-toi. Mais également par des injonctions au silence. Tais-toi, boucle-la, ferme-la. Donc on intime les femmes injuriées d'être les moins visibles possibles. Je vous l'indiquais juste avant. C'est en ce sens qu'on peut parler de femmes qui sont, auxquelles on reproche d'être castratrices, envahissantes, empêcheuses de tourner en rond, pour le dire trivialement. On trouve également dans cette deuxième configuration injurieuse beaucoup, enfin c'est fou aussi, enfin c'est flagrant, ça ressort vraiment quand on regarde le corpus, de termes qui ont un suffixe péjoratif as, qui du coup vient du latin, qui veut dire vulgaire. Donc grognasse, pétasse, poufias, et tout ce qu'on peut imaginer qui en découle. Donc ça c'est la deuxième configuration injurieuse. La troisième, et je finirai rapidement là-dessus, donc va viser plutôt, enfin dans cette configuration vont être visées plutôt des victimes d'âge relativement mûr, qui vont être insultés, notamment dans un cadre domestique, aux abords de leur domicile ou dans leur domicile, par des auteurs qui ont un peu plus tendance que dans les autres configurations à être mixtes, donc des femmes et des hommes. Est alors incriminé dans cette configuration-là l'âge de la victime. Vieille, mamie, mémère, vieille bique, taupe, par exemple. Mais également des mots contribuant à la pathologiser. C'est en ce sens-là que je vous parlais de la figure de la vieille sorcière. On va parler de folle, de psychopathe et de sorcière. Donc ça c'est le troisième temps, le troisième âge social de la femme, donc qui était une fille facile, qui devient une mère envahissante et puis qui finit comme une vieille sorcière. Voilà. Pour finir, très rapidement, ce que je peux vous indiquer, en partant toujours de ce matériau injurieux qui est très intéressant, c'est que ce que montrent ces mots utilisés ou rapportés par les victimes, c'est que la rhétorique sexiste va prendre appui, et ça on le voit développé dans le rapport du HCE, va prendre appui sur une articulation presque systématique entre l'idée de saleté, de souillure. Alors ça c'est quelque chose qui transcende la question du sexisme, qui est derrière l'idée d'injure déjà, mais l'étiquette sexiste va ajouter à cette idée de saleté et de souillure la stigmatisation du corps et du physique, mais également un ciblage sur la dimension, enfin sur l'intellect de la victime et son pendant qui est la bêtise. Voilà ce que je peux vous indiquer là-dessus. Encore une fois, j'ai l'impression d'être passé très très rapidement sur tous ces éléments, mais il y a beaucoup plus de choses donc à lire dans le rapport et dans l'étude qu'on a publiée. Il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, et là ça n'était qu'un rapide balayage des informations un peu saillantes. Voilà. Je vous remercie. Merci Keltoum Larcher pour cette présentation très complète quand même, qui donne déjà beaucoup d'informations. Et donc on souhaitait également laisser la parole à Anne-Cécile Meffer, présidente de la Fondation des femmes, pour revenir justement sur un petit peu un cas concret et qui est devenu un cas d'école également, sur justement la plainte que vous avez pu déposer pour injure sexiste, enfin injure à raison du sexe, dans cette fameuse affaire Les médecins ne sont pas des pigeons, qui a fait jurisprudence, puisqu'il s'agit de la première condamnation définitive pour injure à raison du sexe. Et donc on voulait également vous entendre sur ce sujet-là et pouvoir avoir votre témoignage. Super, merci beaucoup. Tout d'abord, bravo au Conseil à l'égalité qui, encore une fois, nous permet d'avoir de superbes rapports qui nous permettent de travailler tout au long de l'année. Donc, merci beaucoup. Et merci, mesdames, pour vos présentations et Eva pour
Eva Darlan pour ce magnifique petite introduction. Donc je suis très contente d'être là. La Fondation des femmes, c'est la fondation de référence sur les droits des femmes et la lutte contre les violences. On n'a que 3 ans. Et on existe grâce à vos dons qui nous permettent de financer des associations, mais aussi de faire travailler notre collectif d'avocates et d'avocats pro bono qui nous permettent de travailler les sujets de droit. Travailler les sujets de droit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va essayer d'utiliser le droit pour faire avancer l'égalité pour toutes, en essayant de trouver dans le droit quels sont les délits qui n'ont pas encore été utilisés pour pouvoir faire des belles jurisprudences et ouvrir la voie à l'utilisation plus fréquente de ces textes. Parce que ce dont on s'est rendu compte, c'est que le droit avait bien progressé dans son écriture grâce à des législatrices et grâce au travail des associations qui ont fait beaucoup de lobby pour ça. Voilà. Mais on n'a pas encore une utilisation par les femmes. En fait, elles s'en emparent pas forcément encore tout à fait suffisamment. Donc, ce qui m'est arrivé, en fait, tout à fait personnellement, d'ailleurs. Donc, l'histoire de cette jurisprudence, c'est mon histoire, puisque en 2015, j'étais alors porte-parole de l'organisation qui s'appelle Oser le féminisme. Et on a vu apparaître sur les réseaux sociaux la photo d'une salle de garde. C'était au moment du débat sur la loi santé. Et la photo d'une salle de garde d'un hôpital, d'un CHU, salle de garde des internes d'un hôpital, à Clermont-Ferrand, dans lequel, sur cette fresque, donc, était que la presse a appelé pudiquement une image pornographique, qui était en réalité un viol collectif sur cette image. Donc on avait au centre de l'image la représentation de Wonder Woman, donc vous voyez c'est une super-héroïne, qui était donc violée par plusieurs super-héros et super-héroïnes, en même temps. Avec du sang, du sperme, enfin quelque chose de quand même particulièrement violent. Et sur cette fresque, donc ça c'était la fresque qu'il y avait sur le mur de la salle de garde, il y avait un baby-foot devant, enfin vous voyez c'est une salle de repos, de détente. Et donc sur cette fresque, il y avait en plus rajouté 2 bulles, une bulle tiens, prends-toi la bien profond, prends-toi la loi santé, enfin donc ça faisait clairement référence à la loi santé qui était en discussion, et donc à Marisol Touraine, qui était la ministre de la Santé et des droits des femmes à l'époque, et qui portait cette loi. Donc, en tant qu'Oser le féminisme, à partir du moment où on voit ça, il est clair que c'est de notre devoir de réagir. Ce qu'on a fait, donc en publiant un communiqué de presse qui condamnait donc cette fresque, et qui, d'autant plus qu'elle était dans un lieu public, enfin de toute façon c'est condamnable, mais là particulièrement dans un lieu public, en plus avec des médecins qui sont censés quand même être les premiers interlocuteurs des femmes victimes de violences. Et donc on a fait un communiqué de presse, voilà. Donc moi on a fait ça, je me souviens très bien, c'était un dimanche après-midi, comme on faisait plein de communiqués de presse tout le temps. Et surprise, le lendemain matin, je commence à avoir des dizaines d'appels et de textos injurieux sur mon téléphone, et j'ouvre Facebook, et là c'est l'avalanche. Et donc des textos, des messages sur Facebook, des photomontages de moi aussi. Donc des médecins avaient trouvé donc, en bas d'un communiqué de presse mon numéro de téléphone, qui est donc pour la presse, et donc l'avaient publié sur les groupes sur Facebook en appelant à me harceler sur Facebook. Et ensuite, donc, ils s'amusaient à faire des blagues, à m'insulter en fait, et m'insulter évidemment de manière sexiste. C'est-à-dire ils auraient pu, je sais pas, m'insulter, me traiter d'idiote, qui n'avait absolument pas compris le sens de la fresque, dire, je sais pas, que j'avais pas de cerveau, enfin faire un peu d'imagination, quoi. Mais non, donc ils m'ont traité, alors je vois pas du tout le rapport, à part le fait que je suis une femme, et donc les injures, comme vous pouvez vous l'imaginer, c'était sale pute, grosse cochonne, salope, des signes masturbatoires, des photomontages de moi, donc ma tête sur un corps nu ligoté, voilà, enfin bref, différentes choses comme ça qui sont quand même particulièrement violentes. Donc on a fait 2 plaintes. Moi ce que je savais pas, c'est qu'on pouvait vraiment réagir, quoi. Moi j'avais jamais fait ça. Donc sur le coup je me suis sentie vachement envahie, parce que même si j'étais porte-parole, je suis quand même un être humain en fait. Et donc c'était vraiment très très désagréable
très angoissant et très désagréable. Surtout qu'en fait, je voyais des choses, moi j'avais peur, je me dis mais si jamais il m'arrive un truc un jour que je vais à l'hôpital et qu'on me reconnaît. Non mais c'est vrai quoi, j'ai pensé à ça, je me suis dit mais est-ce que les médecins ils me soigneront comme les autres femmes ou comme les autres personnes en fait, vu ce qu'ils disent sur moi. Donc enfin voilà, ça allait, donc c'est vrai que c'est quand même un peu angoissant. Et donc j'ai eu la chance qu'on a cherché à oser le féminisme. Je me suis dit mais il faut vraiment qu'on fasse un truc là, c'est pas possible, faut que ça s'arrête quoi. J'avais des messages, on va pas arrêter de vous harceler tant que vous reviendrez pas sur votre propos. Enfin franchement, c'était des médecins, bac plus 12, voilà. Et j'avais même des appels d'une femme psy. Alors là, ça m'a quand même scié, une femme psy qui me harcèle sur mon téléphone. En plus, d'une impunité totale, puisqu'ils disent leur nom, leur prénom, ils étaient médecins, quelle spécialité, dans quelle ville, quoi. Vraiment, l'impunité totale, ils se peur de rien, quoi, puisque de toute façon, c'est des médecins, donc je pense que ça leur donne une idée de, voilà, un peu haute d'eux-mêmes. Alors, donc suite à ça, on s'est tourné on a cherché des avocates, et on a trouvé donc Valence Borgia, qui m'a redirigée vers d'autres avocats, mais particulièrement elle, qui avait un peu travaillé sur cette idée d'injure, enfin sur ce délit d'injure à raison du sexe qui existe depuis 2004, injure publique à raison du sexe, c'est-à-dire que l'injure publique existe depuis longtemps. Elle a été complétée par l'injure pour des raisons racistes, et puis elle a été complétée en 2004 pour injure envers une personne ou un groupe de personnes, donc ça c'est marrant, il faudra qu'on l'utilise un jour envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. Une injure qui est donc punie de 6 mois de prison, maximum, 6 mois de prison et 22 500 € d'amende. Donc on a rédigé cette plainte pour injure publique à raison du sexe, et on a vraiment on a dû expliquer dans la plainte qu'en fait, traiter une femme de cochonne, c'était la réduire à un animal. C'est très bien par ailleurs les cochons, mais en tout cas dans ce cadre-là, c'est quand même tout à fait injurieux. Pareil pour pute, pareil pour salope, et expliquer pourquoi en fait quand l'injure de pute, c'est sexiste. C'est-à-dire qu'on va le dire à une femme, pourquoi? Parce qu'en fait on la réduit, on l'intime à une disponibilité sexuelle, et c'est pas du tout des injures. Si j'avais été un homme, on n'aurait pas dit ça. Voilà. On a le droit on peut un peu insulter des gens, mais de le faire, non mais ça arrive quoi, les gens vous énervent, voilà. Mais vous pouvez le faire sans être raciste, sexiste ou antisémite en fait, c'est possible. Qu'on fasse une campagne pour expliquer les injures. Mais je crois qu'il y a une association qui a déjà fait ça. Donc voilà. Et on a eu donc ça c'était 2015, et l'audience a eu lieu en mars 2018. Et à l'audience, c'était vraiment un bonheur, puisqu'il y avait 3 médecins. Ils sont allés choper les médecins, donc c'est ça qui était bien. Ils les ont amenés dans le tribunal. Et donc on avait 3 médecins qui regardaient leurs chaussures. On avait des petits garçons qui se demandaient ce qu'ils foutaient là. Mais une vraie audience. Même moi j'étais surprise. Il y avait les juges, vraiment, on a un truc à habit de juge et tout, les 3 médecins qui étaient là. Le procureur, tout le monde très très sérieux. Et donc qui très profondément disait mais pute. Vous avez écrit pute. Alors, vous avez écrit d'ailleurs grosse pute, avec beaucoup de U et beaucoup de... Voilà, c'était une audience qui était vraiment jouissive, quoi. Ça faisait tellement du bien. Et eux, ils avaient l'air tellement ridicules, en fait. Ils essayaient d'argumenter. Oui, mais pute, on voulait dire pute, mais on voulait pas vraiment dire pute. Ah, puis, voilà. Il y avait des médecins qui se posaient des gens, mais Facebook, moi je sais pas trop comment ça marche. Moi j'ai ouvert, j'ai vu ça, j'ai vu sa photo, j'ai dit pute, mais je sais même pas c'est qui, moi, Madame Maillefer. Je dis, en fait c'est ça le sexisme. Vous savez même pas si je suis vraiment une pute. Mais vous voyez ma photo et vous m'intimez ce qualificatif. Donc c'est ça le sexisme. Et le procureur a été aussi extrêmement sévère. Et ce qui a été très intéressant, c'est qu'il a d'ailleurs mentionné dans son réquisitoire la culture carabin, en expliquant aux médecins que peut-être que le problème se situait d'abord aussi là, et à force de préserver cette culture, et bien finalement cette culture absolument sexiste, très facilement déborde en fait des salles de garde. Et voilà, donc c'était intéressant. Et donc il y a eu la première condamnation suite à ça, qui a été définitive en septembre. Donc ils ont été condamnés à 1 000 € d'amende chacun, dont 500 avec sursis. Ce qui, selon mes avocats, c'est très bien.
Donc moi je trouvais quand même que c'était pas assez cher, mais bon, voilà. Mais bon, c'était déjà bien. Et surtout que la décision de justice a été vraiment très claire sur un peu la définition du sexisme, quoi, d'une injure à raison du sexe, sur le fait que c'est une image dégradante des femmes, sur le fait que ça nous renvoie à l'injonction d'être disponible sexuellement, la comparaison avec des animaux ou d'autres choses. Donc ça, c'était, voilà, on a été vraiment très contente de ce résultat. Voilà, et donc j'étais un peu longue, je sais pas si je parle de Cyril Hanouna ou pas. Je sais pas, c'est comme vous voulez, on a eu un deuxième... Hein? Non, mais c'est... donc à la force juridique, on a aussi agi sur le cas de Cyril Hanouna, puisque on a saisi le CSA sur... donc vous savez que Cyril Hanouna est un animateur d'une émission très regardée par beaucoup de jeunes qui s'appelle Touche pas à mon poste, dans laquelle entre autres choses, il a des comportements vis-à-vis des femmes qui sont invitées sur le plateau qui sont tout à fait répréhensibles. Dans le cas qui nous concerne, c'était il y avait une femme dont il avait, ou un autre chroniqueur avait touché les seins, embrassé les seins, je crois, donc sans l'autorisation de la dame, hein. Et une autre où en fait c'était l'animatrice qui lui avait fait, elle avait les yeux bandés, il fallait qu'elle touche des trucs pour reconnaître ce que c'était, et donc il lui a mis la main sur son sexe. Voilà, donc là on a agi là-dessus, donc auprès du CSA, c'est-à-dire pour diffusion d'images dégradantes et sexistes. Il y aurait pu avoir d'autres recours de voie pénale, mais là, c'était pas vraiment on n'était pas en capacité de le faire. Et le CSA a réagi de manière très forte et a condamné la chaîne C8 à ne pas pouvoir diffuser de publicité pendant un certain temps, pendant plusieurs semaines. Ce qui est une condamnation qui est une vraie condamnation, puisque c'est un manque à gagner de plusieurs millions d'euros. C8 l'estime à 13 millions, bon peut-être qu'ils exagèrent un peu, mais en tout cas plusieurs millions d'euros, ça c'est sûr. Et donc ils ont fait appel auprès du Conseil d'État, puisqu'ils trouvaient que c'était une décision vraiment complètement disproportionnée du CSA. Donc on est à nouveau intervenu, donc on a soutenu la défense du CSA au Conseil d'État. Et là, on a eu le plaisir de voir, la joie de voir le Conseil d'État vraiment valider non seulement la décision du CSA, mais les motifs de la décision du CSA. C'est vraiment une décision qui fait date, puisque elle est vraiment vue comme étant une décision qui complète une jurisprudence. Et donc elle dit par exemple, le Conseil d'État, il explique à la fin effectivement que ce qui s'est passé sur ce plateau ne peut que banaliser des comportements inacceptables et d'ailleurs susceptibles de faire l'objet d'une incrimination pénale, et qu'elle place la personne concernée dans une situation dégradante et présentée comme habituelle, tend à donner de la femme une image stéréotypée, la réduisant à un statut d'objet sexuel. Et donc ça maintenant c'est dans une décision du Conseil d'État. Donc ça c'est vraiment déterminant en fait pour notre droit aujourd'hui. Voilà. Merci Anne-Cécile Meffer pour ce témoignage et qui, on va dire, optimiste et encourageant, on l'espère, pour la suite et pour la juste condamnation des actes sexistes. Ce qui me permet ensuite de faire un petit peu la transition avec les intervenants et intervenantes suivants, puisque ce qu'on a pu voir là dans cette première partie, c'est donc en effet cette question de la tolérance au sexisme et de la faible condamnation. Pour autant, on le voit, et on le voit notamment depuis ces dernières années, et notamment suite à la vague MeToo de l'an dernier, que quand même, à travers des initiatives individuelles, à travers des initiatives collectives, il y a une dénonciation de plus en plus importante dans la société à travers justement la mobilisation d'activistes, de collectifs, d'associations, d'organisations féministes. Et donc on a voulu aussi également montrer cet aspect-là, puisque on veut également mettre à l'honneur, on va dire, les mobilisations qui fonctionnent et qui font avancer cette cause-là. Et donc on va passer la parole et demander à Franck Bénéi et Marion, qui est activiste pépite sexiste, de nous rejoindre. Merci beaucoup.
Bien, effectivement, on va passer à des choses peut-être un petit peu plus réjouissantes, en tout cas des éléments et des raisons qui font qu'on peut avoir un certain optimisme. Donc effectivement, si, comme on l'a vu, le sexisme est toujours très présent et qu'il s'immisce dans tous les secteurs de la vie des femmes, de leur scolarité à la vie professionnelle, de leurs rendez-vous médicaux à leurs relations de couple, de leur présence dans les espaces publics, à leurs pratiques sportives ou culturelles, eh bien on constate effectivement des avancées considérables depuis ces dernières années. On peut voir effectivement que la tolérance à l'égard des actes sexistes s'effrite peu à peu. Des collectifs se mettent en place pour les dénoncer, des personnes à titre individuel qui prennent la parole sur les réseaux sociaux, dans l'espace public, des activistes qui se mobilisent, et tout ça mène à une dénonciation de plus en plus importante du sexisme. Donc, on va présenter un certain nombre d'illustrations de ces raisons d'être optimistes. En 2012, Anaïs Bourdet lance, vous en souvenez, Paytachnek, qui se veut être un espace libre où toutes les femmes peuvent témoigner du sexisme ordinaire dont elles sont témoins ou victimes. Cette initiative s'inscrit dans un contexte de dénonciation collective de plus en plus important. Elle a ouvert la voie, vous le savez, à toute une série d'initiatives du même genre, dénonçant le sexisme dans tous les milieux. Paye ton taf, vie professionnelle, paye ta fac pour les étudiantes et les professeurs, paye ta police, réception des femmes au sein des gendarmeries, paye ton tournage pour les actrices, les ingénieurs, les assistantes, paye ton treillis pour les militaires, paye ta robe pour les avocates et tout à fait récemment, paye ta note. Ce lundi 14 janvier, un certain nombre d'injonctions pour les femmes, être talentueuses, mais pas seulement, être aussi sensuelles et sexy. Les femmes y sont d'autant plus attendues sur leur physique que sur leur capacité artistique. Mais également, les secteurs de la communication et de la publicité, toujours grands pourvoyeurs de propos, d'images, de contenus sexistes, sont également accusés. Des collectifs d'activistes s'attellent à leur dénonciation. On peut mentionner le compte Twitter, Pépites Sexistes, que Marion présente à nos côtés aujourd'hui et que je remercie, nous fera l'honneur de présenter dans quelques instants, mais également la brigade antisexiste qui a pour but de lutter contre toutes les démonstrations de sexisme dans l'espace public, affiches, publicités, slogans, en plaquant, vous en avez peut-être vu déjà, des autocollants sexistes sur les contenus qui hypersexualisent les femmes. Et MeToo, qu'on a déjà mentionné, ont entraîné de nombreux témoignages de femmes qui ont été adressés dans leur vie quotidienne, au travail, dans la rue, dans les transports, dans leur cercle familial, dans leur couple. L'audience donnée à ces récits a brisé l'omerta autour des violences sexistes et sexuelles faites aux femmes et a permis l'instauration d'un climat où les revendications et les dénonciations de ces actes ne sont plus considérées comme tabous. Les milliers de témoignages ont ouvert une parole et un champ d'action de plus en plus vaste. Les enquêtes qui ont été réalisées à la suite de ces déclarations démontrent une prise de conscience accentuée. 83% des Françaises et des Français subissent des injustices et des humiliations au titre qu'elles sont des femmes, spécialement parce qu'elles sont des femmes. La perception aussi des inégalités est relativement maintenant élevée, puisqu'en 2017, 3/4 des femmes et 2/3 des hommes considèrent que le sujet des inégalités entre les sexes est un sujet important. Dans le même temps, les enquêtes menées identifient le sexe comme premier motif de discrimination vécu par les femmes. Une autre raison, la campagne permet une diffusion massive de la réalité du sexisme. Sensibilisation du grand public. La sensibilisation du grand public est une étape fondamentale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Les victimes doivent être informées des recours possibles et tout témoin doit être informé de son devoir de réaction face à ce type de situation, puisqu'on le dit en matière, ne rien dire et ne rien faire, c'est être complice. Marion, vous avez lancé Pépites Sexistes afin de dénoncer le sexisme ordinaire via les réseaux sociaux et sensibiliser à terme les marques pour qu'elles inversent un peu la tendance. Vous avez aujourd'hui près de 20 000 personnes qui vous suivent sur Twitter et dénoncé des centaines de publicités. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus précisément de votre projet? Bien sûr. Merci. Bonjour, je m'appelle Marion. J'ai créé le compte Pépites Sexistes en mars dernier, donc afin, comme vous l'avez dit, d'épingler le sexisme ordinaire et les stéréotypes diffusés par le marketing. Donc il y a beaucoup de contenus sexistes sur Internet,
mais ma page se concentre, enfin j'essaie de concentrer les pépites sur le marketing. Pourquoi? Parce que c'est mon domaine de prédilection, en fait j'ai fait des études en marketing. Et à côté de ça, j'ai été sensibilisée à la cause de l'égalité femmes-hommes et au continuum des violences faites aux femmes grâce à ma sœur qui travaille dans ce domaine. Donc je me suis intéressée en fait aux conséquences des stéréotypes que nous on diffuse, les marketeurs, sur l'égalité femmes-hommes justement. Et c'est vrai qu'on sait que les femmes ne naissent pas avec un goût inné pour le ménage et les hommes ne naissent pas avec un goût inné pour le bricolage. Ça, ce sont des stéréotypes et des biais que l'on apprend tout au long de notre vie et via notre environnement dont le marketing en fait fait vraiment entièrement partie. Donc du coup aujourd'hui, comme vous l'avez dit, nous sommes plus de bientôt 20 000 en fait sur Twitter, plus de 8 000 sur Facebook et plus de 3 000 sur Instagram à justement dénoncer les pépites du marketing. Alors je les divise en général en 3 catégories: le marketing genré, les taxes roses et les publicités. Donc je vais vous montrer quelques petits exemples. Donc là, je vais commencer avec le marketing genré. Donc le marketing genré se traduit, comme vous le voyez, souvent par une segmentation rose et bleue des produits. Donc même s'il n'y a pas forcément écrit fille ou garçon, c'est vrai que les couleurs et les images qui sont présentées sur le packaging se suffisent à elles-mêmes. Donc en général, c'est le rose pour les filles, la beauté, les poupons, ça c'est pour les filles. Pour les petits garçons, ce sera le bricolage et l'intelligence. Donc voilà, donc ce type en fait de segmentation est néfaste, dans le sens où en fait elle met les individus dans des cases stéréotypées et dépassées. Et en fait, ça incite les enfants, mais les parents également, à choisir des produits en fonction du sexe de l'enfant plutôt que de leurs intérêts et de leur goût. Donc c'est vrai que ça va influencer en fait l'achat. Donc c'est important, je trouve, de dénoncer ce type de segmentation parce qu'elle est facilement évitable par les marques. On a d'ailleurs fait une campagne avec Oser le féminisme et les chiennes de garde pour Noël, pour justement dénoncer ces segmentations et ce type de marketing. Donc la campagne s'appelle Mardi Rose, je vous invite à regarder le site pour plus de détails. Donc cette segmentation m'amène ensuite aux taxes roses. Donc quand un produit en fait est segmenté par sexe, on peut voir apparaître une différence de prix entre les deux produits. Donc en général, ce sera le produit féminin qui sera plus cher, et comme le produit féminin est en général packagé en rose, on l'appelle la taxe rose. Donc quand j'interpelle les marques pour des taxes roses, j'ai différents types de réponses. Donc parfois les marques vont me sortir plein d'excuses plus ou moins cohérentes, et parfois les marques vont retirer en fait la taxe rose en s'excusant. Donc ce qui prouve bien que c'est peut-être au fond un choix du distributeur de faire ça, ou au moins peut-être pas un choix, mais on peut en tout cas l'éviter. Donc voilà, donc c'est vrai qu'après on me dit beaucoup, oui, mais il y a beaucoup d'inconnus derrière le prix d'un produit. Donc c'est vrai, hein, le volume de vente, comment le produit est placé sur le rayon, ça va jouer sur le prix de vente, mais sans segmentation genrée, pas de taxe rose. Donc c'est vrai que si les marques produisaient des catégories de produits, par exemple, non pas en fonction du sexe, mais en fonction d'autres attributs, il n'y aurait pas cette discrimination à arriver à la caisse. Donc je passe à la 3e catégorie de pépites que je dénonce, ce sont les publicités. Donc ici, on a les publicités stéréotypées. Alors les publicités stéréotypées, c'est les publicités qui nous font nous demander comment en 2018 et maintenant en 2019, on peut encore cantonner les femmes dans des rôles de ménagère ou de maman, alors qu'à côté, monsieur sera chef d'entreprise ou sportif, des choses comme ça. Donc il ne s'agit pas en fait d'inverser les rôles, hein, ce n'est pas une guerre des sexes, c'est juste de montrer les personnes, femmes et hommes, dans leur multidimensionnalité en fait. Donc de montrer des femmes par exemple chefs d'entreprise et de montrer des hommes papas qui s'occupent de l'enfant. Donc c'est vrai que quand on voit ces pubs, on se dit il n'y a rien de choquant ou de misogyne en fait, mais c'est une accumulation de représentations stéréotypées sur la place et le rôle des femmes et des hommes dans la société, qui va ensuite participer à la création des biais notamment après sur les compétences, donc des biais qu'on retrouve généralement à l'embauche. Et les publicités sexistes, c'est celles qui nous font nous demander pourquoi.
Donc pourquoi a-t-on choisi de mettre une femme nue comme ça, en général elle est sans tête, sur une pub ou sur un packaging de produits? Alors on me dit souvent que le sexe ça fait vendre, mais d'un point de vue éthique, alors déjà d'un point de vue éthique c'est pas très glorieux pour une marque de faire ce genre de choses, surtout qu'on sait que l'objectification des femmes participe au continuum des violences qui sont faites à leur égard et aux discriminations qu'elles subissent, notamment en propos sexistes. Et d'un point de vue marketing, le sexe ne fait pas vendre. Donc il a été prouvé par pas mal d'études maintenant que quand un consommateur ou une consommatrice est face à une pub comme ça, le consommateur ne va pas se rappeler du produit ou de la marque derrière la pub. Donc d'un point de vue marketing, c'est pas un très bon argument non plus. Donc c'est une stratégie qui est perdant-perdant pour la société comme pour les marques. Alors, donc il y a plein en fait d'actions qui sont déjà en cours pour justement essayer de lutter contre ces biais, pour combler les gaps, réduire les inégalités entre les sexes, donc notamment des programmes de diversité, des programmes de mentoring, des ateliers pour déconstruire les stéréotypes. Mais alors que justement plein d'acteurs et d'actrices se mobilisent pour déconstruire ces stéréotypes et qu'on tombe sur de marketing comme ça, on se dit qu'il y a quand même un problème quelque part et qu'il serait temps que aussi le marketing évolue avec la société. Donc on sait par exemple que les petites filles se considèrent moins intelligentes que les garçons dès l'âge de 6 ans. On sait qu'on manque de personnes en France, en Europe, surtout, et même en France, donc dans les sciences et surtout les petites filles. Mais quand on leur market des produits comme ça, donc voilà, les filles ce sera la beauté, les garçons la science, les filles ce sont les poupons, les mini-univers, etc. On se dit qu'il y a quand même un petit problème en fait. Voilà, donc c'est vrai qu'il n'y a pas que les associations féministes qui sont au courant de ces problèmes, les marques s'en rendent compte. Et donc je vais vous donner un petit exemple. Unilever qui est la marque mère d'une multitude de marques comme Knorr, Rexona, Axe, Dove, etc., a mené en fait une enquête sur toutes ces pubs en 2016 mondialement. Et en fait, ils ont découvert que seulement 2% des femmes représentées dans leurs pubs étaient présentées comme intelligentes et 1% comme marrantes. Donc, en plus de ça, ils ont aussi découvert que 40% des femmes interrogées n'arrivaient pas du tout à s'identifier dans les pubs qu'elles voyaient. Donc c'est quand même embêtant d'un point de vue marketing. Donc du coup, ils ont changé, ils ont repositionné du coup une de leurs marques. Là par exemple, c'est l'exemple de Axe. Donc avant, Axe c'était Boom Chika Wawa, plus t'en mets, plus t'en as. Maintenant c'est Axe, fin dur magique. Vous avez dû voir le changement pub où du coup l'homme s'accepte tel qu'il est avec ses défauts. Donc plein de marques commencent aussi à adopter à comprendre en fait ce besoin de représentation qu'ont les consommateurs et consommatrices. Donc Always notamment avec la campagne Like a Girl et la nouvelle pub Gillette que vous avez dû voir sur la masculinité toxique. Donc voilà, donc les grands groupes ont compris que les consommateurs et consommatrices étaient vraiment une partie prenante de l'entreprise et qu'il ne faut pas négliger, surtout quand il s'agit des représentations. Et le sexisme ordinaire et les stéréotypes sont de moins en moins acceptés par les gens. En témoigne mon compte, ma page Facebook, Twitter et Instagram. Mais d'autres marques en fait sont plus réticentes et ne voient en général et ne voient pas le problème. Donc c'est vrai que comme on interpelle pas mal de marques tous les jours pratiquement avec Pépite, on a pas mal de réponses de marques. Donc certaines marques nous ignorent évidemment, ça c'est sûr, mais certaines marques retirent la pépite, certaines marques s'excusent, etc. Mais d'autres vont me dire oui, mais c'est de l'humour, etc. Donc là par exemple, on a l'exemple de la pub qui a été retirée récemment à Roubaix. Je ne sais pas si vous voyez. Marqué seulement 4 mots peuvent rendre leur sourire aux femmes, je t'aime et solde. Donc du coup on les a interpellés, comment on peut voir ça encore en 2019. Donc la marque a répondu c'est seulement de l'humour, mais sauf qu'ils ont répondu sur mon Instagram. Donc tous mes abonnés évidemment ont expliqué à la marque que non, ce n'était pas de l'humour, qu'on en avait marre de ce type d'humour. Et 1 heure plus tard ils se sont excusés. Nous sommes sincèrement désolés que ce message semble sexiste. Donc la pub a été retirée, le message semble sexiste, donc c'est déjà ça. La pub du milieu, la marque m'a répondu Pauvre France. Donc Pauvre France, on est rabat-joie, féministe. On ne peut plus voir de femmes nues sur les affiches.
Et la troisième pub, c'était une pub pour Super U, donc c'était apparu sur le Facebook de Super U Saint-Benoît-du-Sault. Donc là, clairement, la marque, le commerçant U, donc la marque mère, s'est totalement excusée et a dit que ça ne représentait pas du tout leur valeur. Mais par contre, le directeur de magasin, lui, a mis plusieurs jours à retirer la marque et il ne voyait pas du tout le problème en fait avec cette pub. Donc voilà, donc parfois les marques me répondent, parfois elles ne me répondent pas. Mais notre mobilisation de toute façon continuera, car c'est important de dénoncer les stéréotypes et le sexisme ordinaire, surtout quand on les voit. Non seulement pour sensibiliser les autres consommateurs et consommatrices à ces stéréotypes, mais aussi pour sensibiliser les marques au fait que nous, en tant que consommateurs, on aimerait bien voir d'autres choses, d'autres représentations et une plus grande multidimensionnalité des personnes. Donc si vous croisez une pépite dans les magasins ou en pub, n'hésitez pas à me la partager, je serais ravie de la partager après sur mes réseaux. Merci beaucoup Marion pour ce témoignage et puis votre engagement sans faille apparemment, on vous encourage. Franck Bénéi, merci d'être là. Vous êtes directeur de la communication au sein de la Fédération nationale des centres d'information sur les droits des femmes et des familles. Oui. Association qui est membre du collectif Ensemble contre le sexisme. L'an dernier, donc, s'est tenue la première journée contre le sexisme et vous co-organisez cette année la deuxième édition le jeudi 24 janvier 2019. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce collectif et ses actions? Tout à fait. Pardon. Pas grave. Je voudrais d'abord rebondir sur ce que disait Marion. Nous, on a eu sur notre page Facebook des gens qui nous demandaient d'abandonner l'écriture inclusive. Donc voilà, ça dit quand même un peu où on en est et le travail qui reste encore à faire au quotidien par rapport à ça. Juste... On est dans la phase, on a des raisons d'être optimistes. Mais justement, oui. Mais au moins c'est visible là, parce que c'est ça le travail, c'est qu'on le rend visible et c'est aussi l'avantage de ce rapport, c'est que voilà, on a quelque chose enfin de palpable et c'est plus seulement des travaux, comment dire, à droite à gauche. C'est là une vision un peu d'ensemble qui est réunie dans le rapport. Et vraiment, merci au HCE pour ça. Et je ne le dis pas uniquement parce que le HCE est membre du collectif Ensemble contre le sexisme, dont je vais vous parler. L'histoire a débuté il y a 3 ans. Hein, je parle sous le contrôle de Claire qui me regarde avec attention. Dans un projet qui était porté par Laurence Rossignol, qui s'appelait Sexisme, pas notre genre. Voilà. On s'est retrouvés un jour autour d'une table avec les membres du cabinet et puis une vingtaine d'associations qui, pour certaines, se connaissaient, mais surtout n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Et c'était là quelque chose d'assez fort. Après s'être regardé, on a compris qu'on partageait un champ d'action commun qui était celui de la lutte contre le sexisme et qui était ce qui nous réunissait toutes et tous dans ce combat. Le mandat passé, on aurait pu abandonner puisque c'était quand même quelque chose de fort qui nous a vu nous réunir à de multiples fois pendant les 9 mois, hein, je crois qu'a duré l'action. Et on a décidé de travailler ensemble à ce qui a été l'année dernière la première journée nationale contre le sexisme. Alors dans ce collectif, vous avez aussi bien des associations qui viennent du monde de l'entreprise, des associations qui viennent du monde des arts, qui viennent du monde de la communication, qui viennent du champ plus classique auquel j'appartiens, des droits des femmes, j'en oublie certainement, de la finance, bref, d'un grand nombre de secteurs. Et c'est là l'intérêt de ce collectif, c'est que, pour le coup, l'action est transversale et elle permet d'avoir un spectre beaucoup plus large que chacune dans notre camp, ce qui était un petit peu le cas auparavant. Première journée nationale contre le sexisme, il y avait 350 personnes, la salle était comble. Le principe, c'est 3 tables rondes qui permettent d'aborder chacune des thématiques propres et d'explorer les méandres du sexisme, c'est-à-dire ces multiples bras de la pieuvre qui enserrent la vie des femmes et des hommes aussi, parce que bon, c'est un homme qui présente un collectif essentiellement composé d'associations de femmes, mais faut avoir conscience que c'est quelque chose qui est un frein pour notre société. Et c'est vraiment ce message-là que nous portons toutes et tous ensemble. Deuxième journée,
Elle a lieu le 24 janvier. Peut-être qu'une partie d'entre vous est déjà inscrite ou inscrit à cette journée. Elle va explorer cette année trois espaces sous la thématique de la liberté. L'idée, c'est ça, c'est comment, en se débarrassant du sexisme, on peut être libre. La première table ronde est consacrée à l'exploration du numérique sous toutes ses formes, aussi bien dans le cadre des gens qui sont engagés dans la filière que de la façon dont le numérique conditionne nos vies et essentiellement l'absence des femmes dans l'espace numérique. La cartographie et un certain nombre d'autres domaines qui sont directement liés au numérique. La deuxième table ronde, elle va aborder la liberté dans l'espace. Oui, c'est un homme qui vous le dit, l'espace des femmes n'est franchement pas celui des hommes, il est contraint, on le voit depuis le plus jeune âge dans la cour de récréation jusqu'à la fin de la vie. C'est réellement ce que cette table ronde explore. Et puis, la dernière table ronde est sur le lien complexe entre la parentalité et l'éducation. Et là, comment dire, on aborde aussi bien dans le cadre du parcours scolaire, et là j'ai une spécialiste à mes côtés, sur la façon dont l'orientation scolaire oriente les filles et les garçons d'une façon différente et donc totalement sexiste. Voilà pour cette journée. Je rappellerai juste pour les journalistes qui seraient présents dans la salle qu'on a un petit déjeuner de presse le 23 janvier au matin, 23 rue de la Boétie, et où seront présentés les différents éléments de cette journée, dont une chose qui est très importante, qui est le fait que l'on demande, et c'est vraiment la demande était dite, comment dire, un peu à voix basse entre nous, que cette journée soit réellement une journée nationale portée par l'État. Cette année, on demande officiellement et à haute voix et avec votre soutien que la journée nationale contre le sexisme rentre dans les mœurs et les habitudes. Une journée pour lutter contre le sexisme, c'est pas grand-chose, mais c'est une façon de le mettre en avant et de pouvoir commencer à nommer l'ensemble des freins, des discriminations qui sont quotidiennes pour les femmes dans notre pays. Je pense que je terminerai sur ça. Merci beaucoup Franck Benei pour cette présentation très claire et puis surtout pour cet engagement là aussi que vous avez, que je sais être sans faille puisqu'on se connaît un petit peu par ailleurs. Vous savez évidemment que le Haut Conseil sera à vos côtés jeudi prochain, puisque vous l'avez rappelé que le Haut Conseil est membre du collectif Ensemble contre le sexisme. Alors pour finir, on a bientôt fini cette présentation, ce tour d'horizon de ce rapport. Il est quand même toujours encore nécessaire de rappeler que pour lutter efficacement contre le sexisme, le Haut Conseil appelle à une meilleure prise de conscience du sexisme. On a bien vu que c'était un des gros problèmes, c'est même pas se rendre compte que c'est sexiste. Une meilleure prise de conscience du sexisme et une meilleure compréhension de ces mécanismes. Pour cela, donc, suite à ce premier état des lieux, le HCE fait un certain nombre de recommandations, dont vous trouverez tous les détails dans le rapport qui a été mis à votre disposition. Donc, pour ces recommandations, outre celles que j'ai déjà mentionnées plus haut dans mes propos, qui concernent l'accroissement des campagnes de sensibilisation à l'égard du grand public et le lancement de grands plans de formation initiale et continue, qui sont les deux conditions sine qua non pour la lutte contre le sexisme, le HCE recommande également l'institution d'une journée nationale de lutte contre le sexisme, à l'occasion de laquelle des événements mobiliseraient le territoire français, mais aussi l'extension de l'initiative menée à la mairie de Paris sur l'interdiction de l'affichage public sexiste dans les marchés publics des villes, et enfin la construction d'un musée national des droits des femmes afin de valoriser la mémoire des luttes féministes contre le sexisme et de rendre aux femmes leur place dans l'histoire. Je remercie l'ensemble des participants et des participantes à cette présentation et j'invite Danielle Bousquet, présidente du Haut Conseil, à venir conclure.
Bonjour à tous et à toutes, et merci de votre présence pour assister donc à cette présentation du premier état des lieux du sexisme en France. Alors cette mission de réaliser ce rapport, c'est la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté de janvier 2017 qui nous l'a confiée. Et il est recommandé qu'un tel rapport puisse être réalisé chaque année. Ce ne sera sans doute pas le cas parce que c'était un travail quand même un peu trop considérable pour pouvoir être conduit, mais disons qu'une fois tous les 2 ans me semble satisfaisant. Et donc depuis la promulgation de la loi, nous nous sommes mis au travail et nous sommes réunis donc aujourd'hui pour vous en présenter le résultat. Donc vous avez eu tout ce que vous a dit Françoise et toutes les personnes qui sont intervenues. Je tiens d'abord à remercier, parce que c'est vraiment très important, la commission stéréotype du Haut Conseil qui a conduit ce travail, et en particulier Françoise Gouillot, donc qui a tenu toute la séance là, pour avoir accepté ce défi, je dirais, exigeant. Et je tiens aussi à remercier toutes les personnes donc pour leur expertise dans la réalisation de ce travail, et en particulier donc l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, donc qui est représenté par Madame Keltoun-Larcher. J'ai beaucoup apprécié ce que vous nous avez dit, j'avais des points que j'ignorais complètement. Le CREDOC avec lequel nous avons pu travailler, en lien avec le service des droits des femmes de la DGCS, et enfin la direction de la recherche des études de l'évaluation des statistiques, l'adresse des ministères sociaux, qui ont permis, comme l'a expliqué Françoise, d'enrichir effectivement notre connaissance des choses grâce à un certain nombre de questions supplémentaires qu'il a été possible d'insérer dans leurs études et qui ont permis d'apporter effectivement les éléments qui ont été particulièrement utiles. Et puis, je remercie bien sûr le secrétariat du Haut Conseil qui a fait un travail remarquable par son implication. Marion Oderda qui était là, mais Margot Collet qui est dans la salle et qui était celle qui à l'origine a travaillé sur ce sujet. Et puis toutes les stagiaires, bien sûr, qui ont travaillé. Vous avez fait un travail remarquable et vraiment, je vous en remercie. Et puis merci aux intervenants de tout à l'heure et à Anne-Cécile Maillefer. Je crois que c'était très utile ce qu'elle a dit. C'est-à-dire qu'on peut effectivement saisir la justice pour faire avancer effectivement la lutte contre le sexisme. Merci aussi à Franck Bénéi. Merci à Eva. C'était super, Eva, merci. Donc, sacré défi que de réaliser ce premier état des lieux. C'était d'abord un défi intellectuel parce que le champ à circonvenir était énorme. C'était aussi un défi matériel parce que, cela vous a été dit tout à l'heure, nous n'avons pas pu bénéficier du budget qui aurait été nécessaire à la réalisation d'une enquête qui nous aurait permis de disposer de données chiffrées plus complètes. Donc, en quelque sorte, il a fallu faire avec ce que nous avions, pour dire les choses de manière un peu familière. Donc, le travail a été mené pendant plus d'1 an. Je suis heureuse de pouvoir donc vous en présenter aujourd'hui quelques éléments de conclusion. Dans ce premier état des lieux, nous voulions d'abord expliquer ce qu'est le sexisme, expliquer que c'est une idéologie, c'est très important, une idéologie de l'infériorité des femmes par rapport aux hommes. Lorsqu'on considère qu'on a effectivement 2 types de personnes, 2 types d'êtres humains, les uns qui sont supérieurs, les autres qui sont inférieurs, c'est ce qu'on appelle une idéologie. Dire que le sexisme, c'est une idéologie, c'est dire qu'il relève d'un système d'idées, d'opinions et de croyances. Et c'est aussi expliquer que toutes les manifestations qu'il recouvre, qui vous ont été citées tout à l'heure, qui vont des remarques aux injures, etc., jusqu'au viol, au meurtre, ce qu'on peut appeler les féminicides, eh bien tout ça se renforce réciproquement. C'est aussi, et c'est important de le dire comme ça, c'est reconnaître que le sexisme a un objectif politique. Et cet objectif politique, c'est qu'il vise une certaine organisation de la société, qui est une société de l'exclusion des femmes, une société du contrôle des femmes, une société d'inégalité entre les femmes et les hommes. Voilà l'objectif du sexisme, et voilà ce qu'a produit le sexisme. Les manifestations du sexisme ne sont donc ni le fruit du hasard, ni celui d'un héritage préhistorique, que seuls les hommes de Cro-Magnon étaient capables de mener, mais non, aujourd'hui, effectivement, le sexisme est encore complètement d'actualité. C'est une idéologie dangereuse par ses manifestations et par ses effets, parce que
Elle fait beaucoup de dégâts chez les femmes qui sont en cause et qui peuvent connaître un grand sentiment de dévalorisation, qui peuvent être obligées de modifier leur comportement, c'est-à-dire par exemple de plonger le nez dans leur téléphone quand elles sont serrées de trop près par des hommes qui sont envahissants et violents, etc. C'est aussi l'adoption de stratégies d'évitement, c'est-à-dire changer éventuellement de ligne de métro ou s'habiller différemment, voire une dégradation de leur santé psychique lorsque le harcèlement se fait trop fort, de leur santé physique lorsqu'elles sont victimes de coups et qu'elles peuvent se trouver blessées. Enfin, le sexisme, c'est la source de toutes les inégalités entre les femmes et les hommes. C'est la matrice des inégalités. Les inégalités au détriment des femmes, bien entendu, et que tout le monde, toutes et tous ici connaissons, les salaires inférieurs des femmes. Ce sont des choses tellement connues que j'ai un peu honte de les rappeler, mais il faut les rappeler. La précarité, ce qu'on appelle la charge mentale, la réalisation de la majorité des tâches d'éducation, des tâches parentales et des tâches de filiation quand on a des parents âgés, l'exclusion des espaces politiques, l'exclusion des espaces médiatiques, dont tu as très bien parlé, Eva, l'exclusion de la rue, l'exclusion des espaces publics, l'exclusion d'Internet. Voilà, nous savons tous ici et toutes ce dont il s'agit. En dépit de ce caractère aussi néfaste, c'est le moins qu'on puisse dire, le sexisme fait pourtant partie, encore aujourd'hui, du quotidien des femmes, puisque 4 femmes sur 10, c'est un chiffre qui a déjà été formulé tout à l'heure, me semble-t-il, indiquent avoir été victimes récemment d'une injustice parce qu'elles étaient femmes ou d'une humiliation parce qu'elles étaient une femme. Simplement parce qu'on est une femme, être victime d'une injustice ou d'une humiliation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, si on rapporte ces 4 sur 10 à la population française, ce sont près de 10 millions de femmes qui disent avoir subi récemment un acte sexiste, sous toutes ses formes, toute la gamme des actes sexistes. 10 millions de femmes concernées. Donc ça n'est pas bagatelle, ça n'est pas une anecdote, c'est quelque chose de très profond et de très répandu. Donc nous voulions, dans ce rapport, mettre un coup de projecteur sur le fait que le sexisme est très souvent banalisé, et je crois que tout ce qui a été dit l'a montré parfaitement, parce qu'il est encore perçu comme pouvant être drôle, et il est très peu condamné par la justice. Donc c'est l'impunité pour tous ceux qui sont acteurs contre les femmes en matière de sexisme. Alors cette banalisation, elle apparaît très clairement dans l'humour, qui est l'un des ressorts que nous avons étudiés dans notre rapport. Nos intervenantes et nos rapporteuses l'ont brillamment exposé. Le sexisme est central dans l'humour. Dans l'étude qui a été réalisée, donc, au moins la moitié des sketchs de notre échantillon utilisent un rapport sexiste. Au moins 1 sur 2. C'est-à-dire que l'on cherche à faire rire, vous l'avez déjà dit, mais c'est important de le répéter, je crois. On cherche à faire rire sans les femmes et contre les femmes. On rit de leurs caractéristiques bien connues, comme chacun sait, la naïveté, la stupidité, l'agressivité, le bavardage, ou bien le fait d'être avant tout un objet sexuel. D'autre part, le sexisme est encore perçu comme pouvant être drôle, puisque un tiers des hommes rit de très bon cœur sur les blagues sexistes, et même si ça n'est que le cas de 1/7 des femmes, 15% en gros, je regrette qu'il y ait 15% des femmes capables de rire de blagues sexistes. Alors, certains vont nous reprocher de dire, comme on me l'a dit ce matin, « Ah ben alors on ne peut plus rire lors d'une interview, quelqu'un m'a dit à la radio, « Ah ben on ne peut plus rire. » Ah, on ne peut plus rire, ben oui. Mais est-ce qu'on rit de blagues, j'ouvre les guillemets, racistes? Ou est-ce qu'on rit de blagues, j'ouvre encore les guillemets, antisémites? Ou est-ce qu'on rit de blagues concernant les nains? C'est un champ de réflexion qui nous a semblé intéressant d'approfondir parce que l'humour, c'est quelque chose qui est fédérateur d'une société, parce qu'il dit ce qui nous est commun et ce que nous sommes. Et même s'il repose souvent sur un décalage, c'est son mode de fonctionnement, eh bien, c'est un décalage qui prétend dire quelque chose du réel. C'est décalé, mais c'est vrai. Or, donc on rit parce que c'est vrai.
parce que l'humoriste met un doigt sur la réalité en la rendant effectivement rigolote, c'est un mot un peu familier, ça fait rien, je vais dire rigolote. Or, il n'est pas vrai que les femmes soient naïves, il n'est pas vrai qu'elles soient stupides, qu'elles soient bavardes, qu'elles soient agressives. Pour reprendre les termes du journaliste et sociologue Denis Colombani, je dirais moi aussi, l'humour est trop sérieux pour être laissé à des rigolos. Cette banalisation, elle apparaît également dans les injures sexistes, qui sont pourtant, mais vous ne le savez peut-être pas, je vais le rappeler, passibles d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Les injures sexistes. Les chiffres sont éloquents. En 2017, 1 200 000 femmes ont subi une injure sexiste. Salope, 27%. Pute, 21%. Connasse, 16%. Tiennent le haut du panier. C'est-à-dire des termes qui visent à réduire les femmes à des objets sexuels. Ces 3 termes-là. Et pourtant, seulement 3% des injures font l'objet d'une plainte. Et seulement, c'est un chiffre que vous avez déjà donné tout à l'heure, c'est tellement ridicule qu'on nous appelle le dire, et seulement 4 condamnations pour injures sexistes prononcées par la justice. Au-delà des injures, la faible condamnation par la justice est une réalité pour les actes sexistes en général. Chaque année, en France, entre 130 et 140 000 femmes portent plainte pour un acte sexiste interdit, dont plus de la moitié d'entre elles, ça relève effectivement de violences commises par le compagnon. Et donc, 130 à 140 000 plaintes, 27 à 28 000 condamnations. Je vous laisse faire le rapport entre ces 2 chiffres. Donc, en voyant ces 2 chiffres, en voyant leur violence, le rapport entre les deux, la question qui se pose, c'est comment ne pas se dire qu'il est absolument urgent, c'était urgent déjà il y a 50 ans, et c'est encore urgent aujourd'hui, de se mobiliser. Eh bien, cette mobilisation, elle est d'ailleurs bien réelle depuis quelques mois, puisqu'il ne se passe pas un jour sans qu'un acte sexiste ne fasse le buzz sur les réseaux sociaux, que ce soit les propos sexistes d'un chroniqueur, que ce soit le célèbre et détestable Cyril Hanouna, que ce soit l'absence de femmes parmi les personnalités préférées des Françaises et des Français, que ce soit des publicités stéréotypées au-delà de ce qu'on peut imaginer, on en a eu l'illustration tout à l'heure, que ce soit les jouets genrés, on l'a vu illustré magnifiquement, que ce soit le traitement journalistique des violences faites aux femmes, ou que ce soit leur dernier épisode qui quand même laisse aussi pantois, sur la chaîne CNews, la présentation de la mobilisation des femmes gilets jaunes à la Bastille, présentée comme une manifestation des femmes de gilets jaunes. Des femmes de gilets jaunes. Voilà. Donc je crois qu'aujourd'hui, l'indifférence ne peut plus être la règle. C'est n'est plus. C'est le signe que la tolérance au sexisme a baissé et que la lutte contre le sexisme commence à être reconnue comme légitime. Et d'ailleurs, l'organisation de cette journée du 24 en est effectivement la preuve. Alors maintenant, cette mobilisation, eh bien, il faut l'amplifier. Et il revient à l'État. Il s'agit de l'État de s'attaquer fermement à cette idéologie et ces manifestations, parce que c'est l'État qui est responsable de la culture de l'égalité, de la société de l'égalité. C'est dans notre Constitution. C'est donc à l'État de le faire appliquer. Donc nous demandons à l'État de lancer un grand plan de lutte contre le sexisme qui devrait s'organiser autour de 5 axes que nous avons repérés. Le premier, c'est mieux mesurer le sexisme en finançant donc une enquête d'opinion annuelle qui interroge chacun sur les actes sexistes qu'il réalise ou qu'il repère et la tolérance effectivement à ces actes sexistes. Le deuxième point, c'est faire reculer le sexisme en permettant de mieux le comprendre par des campagnes de sensibilisation et la formation de professionnels qui sont, hélas, très largement prescripteurs de sexisme, que sont des professionnels des médias, des arts et de la communication, et par la reconnaissance donc d'une journée nationale contre le sexisme, c'est bien le moins. Et puis troisièmement, faire reculer le sexisme en condamnant mieux les actes sexistes, et pour ça, il faut former, bien entendu, au-delà de sensibiliser,
donc le monde de la police et de la gendarmerie et le monde de la justice. Les tribunaux qui effectivement disent on ne va quand même pas se laisser occuper par des choses aussi banales alors qu'on a tellement de choses sérieuses à juger. Hein, voilà. En substance, je résume. Le quatrième point, c'est l'accompagnement des victimes en renforçant les financements des associations qui les accompagnent pour les aider effectivement à aller porter plainte et à mieux comprendre les ressorts du sexisme dont elles ont été victimes. Et je dirais enfin garantir une action publique qui puisse être exempte de tout sexisme. Parce que quel serait le sens d'une lutte contre les actes sexistes individuels si l'ensemble de l'action publique et l'ensemble des normes collectives en vigueur n'étaient pas passés au crible de cette analyse féministe de l'analyse du sexisme? Je pense par exemple, et cela a été cité tout à l'heure aussi, aux règles de grammaire qui sont encore en vigueur, même si les enseignants, je crois, ont bien compris qu'on ne pouvait plus trop les formuler. Les règles de grammaire qui sont encore en vigueur et qui formulent le masculin l'emportent sur le féminin, à l'évidence. Je pense aussi à l'histoire, dont les femmes sont cruellement absentes dans tous les manuels, les grandes oubliées. Je pense à un certain nombre de dépenses publiques qui parfois alimentent et les stéréotypes et les inégalités. Par exemple, dans les communes, le fait que l'on puisse financer certains types d'activités qui sont strictement considérés comme masculins et qu'on ne va pas financer d'autres types d'activités considérées comme spécifiquement féminins. Là, l'argent public ne peut pas aller au renforcement de ce type de stéréotypes. Et je pense aussi, ça a déjà été dit tout à l'heure par toi, Françoise, à notre Constitution. Notre Constitution qui est encore déclinée au masculin et qui porte encore les traces de l'exclusion historique des femmes de l'histoire. Et malheureusement, on a du mal, on peut dire effectivement on ne touche pas à l'histoire, on ne touche pas à la Constitution telle qu'elle est. Mais dorénavant, les choses, on va les écrire à la fois au féminin et au masculin, mais c'est loin d'être encore complètement acquis, je vais dire. Donc la lutte contre le sexisme sera efficace si elle est complète, si elle est cohérente et qu'elle ne laisse pas d'espace à cette idéologie malfaisante qu'est le sexisme. Alors nous attendons bien sûr de l'État et des pouvoirs publics qu'ils portent un discours fort contre le sexisme, un discours fort contre la haine des femmes, en particulier sur les réseaux sociaux, et contre les entraves à l'avortement et à la liberté sexuelle, ce qui effectivement court énormément sur Internet aussi aujourd'hui. Vous savez que la présidence française du G7 a débuté ce mois-ci. Le G7, c'est la rencontre qui va avoir lieu au mois de fin août, me semble-t-il, un des grands pays donc, qui va avoir lieu en France. Le G7, la France en a la présidence, et bien ça va être l'occasion effectivement de porter très haut ce discours de lutte contre le sexisme dans tous les pays et dans toutes les civilisations. Alors, il faut aussi rappeler que le sexisme n'a rien de naturel et que donc ça n'est pas une fatalité et que c'est une idéologie mortifère qu'il va falloir combattre avec vigueur. Alors, on pourrait se rassurer en disant qu'en France, la tendance est plutôt bonne parce que depuis plusieurs dizaines d'années, bon certes, tout n'est pas parfait en France, loin s'en faut, mais les textes ont permis que la place des femmes se soit singulièrement améliorée dans tous les espaces de la société. En partant effectivement des études supérieures que les femmes ne faisaient pas en début du siècle précédent, en parlant du marché du travail sur lequel effectivement les femmes sont largement présentes, même si elles ne sont pas sur tous les postes que les hommes. En politique, on voit bien qu'il y a des progrès, même si on est encore loin de la parité. Dans le monde du sport, on a effectivement des équipes féminines professionnelles de foot, et ça, c'est un progrès considérable. Donc, on voit bien qu'il y a des évolutions, mais pour autant, cette tendance en France est fragile, et la France fait plutôt figure d'exception dans un contexte qui est quand même assez peu porteur, vais-je dire, au plan international, hein, parce que le backlash se produit déjà à l'est, à l'ouest, au nord et au sud, avec l'élection d'hommes forts, j'ai mis les guillemets volontiers, qui sont défenseurs d'un ordre prétendument naturel et dans lesquels les femmes
ne peuvent jouer, ne peuvent être que des seconds rôles et ne sont pas des citoyennes à part entière. Alors, je dirais que l'heure était déjà au combat, mais elle est plus que jamais au combat, et je suis ravie de voir que vous êtes nombreuses et nombreux à être mobilisés dans la lutte contre le sexisme. Je vous remercie. Vous revenez là, j'imagine. Oui, non. Je suis pas sexiste. Bien. Je suis très bien. Ben écoutez, maintenant, le moment est arrivé de vous donner la parole et de réagir de toutes les manières, ou presque, qui vous semblent bonnes. Questions, commentaires, c'est ouvert.